Sur le parvis de l'église Saint-Félix, 5 corbillards se fraient lentement un chemin parmi la foule, puis s'alignent côte à côte. 5 corbillards pour 5 corps. Ceux d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. 1 millier de personnes sont venues leur rendre hommage, un dernier hommage. C'est dramatique, je suis mère de famille et mamie de 9 petits-enfants. On ne peut pas accepter ça. Des amis, des connaissances, des paroissiens touchés par ce drame épouvantable. Sur la place, la cérémonie religieuse est retransmise en direct. La vie d'autrui n'appartient à personne. Agnès, Arthur, Thomas, Anne, Benoît, nous ne vous oublierons pas. Tous dénoncent cette mort abominable et inacceptable. Ce fait divers incompréhensible. C'est absolument effarant, c'est extrêmement choquant. Je pense qu'on aura une prière pour ces personnes. C'est difficile de trouver les mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce genre d'événement. On essaye de comprendre, ouais. On aimerait bien savoir, mais on se dit que c'est tellement horrible qu'il n'y a pas d'explication à ça, quoi. Devant la maison de la famille Ligonès, les fleurs et les bouquets s'amoncellent. Des bougies sont déposées à même le sol et des centaines de messages agrafés au bouquet, des messages qui disent l'émotion de toute une ville. Car 3 semaines plus tôt, dans cette même maison, Agnès et ses 4 enfants ont été abattus. Dans cette affaire, c'est le coup de fil d'une voisine qui va tout déclencher. Une voisine qui vit dans la même rue, à quelques numéros de la famille Dupont de Ligonès. Depuis plusieurs jours, elle n'a vu ni les enfants, ni la mère. Et sur leur boîte aux lettres, un mot a été accroché « Retour à l'expéditeur ». Je constate la disparition de cette famille quand je passe devant la maison le 11 au soir, le lundi soir, à partir de 19h. Quand j'ai vu les volets fermés, auparavant, c'est pas les volets que j'ai vu fermés tout de suite, c'est cette affiche qu'il y avait sur la boîte aux lettres. La voisine de la famille Ligonès se confie alors à une amie policière. Je lui ai dit, je te jure, crois-moi, fais venir quelqu'un. Elle me dit, oh, arrête, t'exagères. Je dis, non, je te jure, je sens mal. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu cette maison fermée, j'en sais rien, mais je sens pas. Les policiers commencent par faire une patrouille près de la maison. Effectivement, il n'y a personne. Mais en dehors de l'absence des locataires, rien ne les choque. Rien d'anormal n'attire leur attention. Les policiers se rendent tout de même à l'école d'Anne et Benoît, les 2 plus jeunes enfants, pour quelques vérifications. Et là, les policiers obtiennent une première explication sur l'absence de la famille. J'ai appris le départ de la famille de Ligonès par courrier, un courrier du père m'informant de sa mutation récente et avec un caractère urgent en Australie et me demandant de prendre acte de la déscolarisation de ses enfants et me joignant un chèque pour solde de tout compte. Agnès, la mère, a elle aussi informé son employeur de son départ. Au niveau de l'employé Agnès de Ligonès, on avait pris acte d'une lettre de démission. Sa motivation était liée au fait qu'elle ne pouvait plus travailler dans l'école pour suivre son mari. Ce serait donc un départ précipité à l'étranger qui expliquerait la disparition brutale de la famille. Mais une enquête auprès des proches révèle de nouveaux éléments. Une version se dessine, une version beaucoup plus surprenante. Ce qui va les alerter, c'est notamment ce fameux courrier envoyé à des proches expliquant que la famille doit disparaître dans le cadre
supposée participation au service secret dans une affaire de drogue et qu'il bénéficierait d'un programme de protection de témoins. Des propos particulièrement farfelus, voici ce qui est écrit dans cette lettre. Coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA. Lorsque nous avons créé notre société à Miami en 2003, nous avons été mis en contact avec la DEA, sorte de brigade des stupes américaine, qui cherchait un Français pouvant être infiltré dans le milieu des discothèques françaises pour collecter des informations sur les réseaux de trafic de drogue. J'ai donc accepté de travailler incognito pour la DEA. Je suis devenu un témoin essentiel dans un futur procès impliquant des hauts responsables du trafic de drogue international. La situation est donc devenue potentiellement dangereuse pour nous ici. Un courrier très inquiétant alors que la famille n'est toujours pas réapparue. Les policiers décident donc d'entrer dans la maison. À l'intérieur, tout est en ordre, mais la maison a été vidée. Il n'y a plus aucun vêtement, plus aucun drap sur les lits. Toute la famille semble avoir fait ses valises. Il ne reste que les meubles et quelques détails troublants. Il y a une chose qui interpelle un peu, c'est qu'il y a la vaisselle dans la vaisselle. Voilà, c'est le genre de choses que notent les enquêteurs. Pourquoi est-ce que certains placards ont été vidés, d'autres pas? Ça ressemble manifestement à un départ préparé, mais pas préparé de façon aussi complète qu'on puisse l'imaginer, voilà. Le procureur de Nantes lance alors un avis de recherche pour disparition inquiétante. Les policiers épluchent alors les comptes bancaires des Ligonès et ils découvrent que quelques jours plus tôt, l'un d'entre eux a acheté une binette, une bêche, des sacs en toile de jute, mais aussi de la chaux vive, un produit qui peut dissoudre les chairs. C'est l'élément absolument déterminant qui déclenche la fouille du jardin. Le jardin va être totalement retourné. Les policiers explorent alors l'arrière de la maison et ce qu'ils découvrent va tout changer. Il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille sous la terrasse et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Ce reste humain, c'est une jambe. La police continue à fouiller et retrouve le reste du corps. Il s'agit de Thomas, l'un des fils, âgé de 18 ans. Puis dans une deuxième fosse, cachée sous la terrasse, les enquêteurs découvrent cette fois un charnier, plusieurs corps enterrés. Dans une fosse creusée d'environ 70 cm de profondeur et d'environ 3 mètres de long, les corps étant les uns et les autres superposés. De cette fosse, la police extrait 4 nouveaux cadavres, Agnès, la mère, et ses 3 autres enfants, Arthur l'aîné, Anne et Benoît, le plus jeune. Même les 2 labradors de la famille, Jules et Léon, ont été enterrés là. Tous les corps sont recouverts de chaux, enroulés dans des sacs de jute. Les enfants sont encore en pyjama. Ils ont été tués selon toute vraisemblance pendant leur sommeil et au moyen d'une arme à feu, vraisemblablement une arme de calibre 22 long rifle. Tous les membres de la famille ont été abattus à bout portant, des balles en pleine tête. Pour les policiers, c'est une exécution méthodique. Agnès Dupont-Ligonnès a reçu 2 projectiles dans le crâne. Elle avait 48 ans. Arthur a reçu 2 projectiles dans le crâne. Il avait 21 ans. Benoît a reçu 2 projectiles dans la poitrine et 3 projectiles dans le crâne. Il n'avait que 13 ans. Anne a reçu 2 projectiles dans le crâne. Elle n'avait que 16 ans. Et Thomas a reçu un nombre pour l'instant indéterminé, au moins 2, de projectiles dans le crâne, compte tenu de la proximité des impacts qui n'ont pas permis aux médecins légistes de déterminer le nombre exact. Il avait 18 ans. 17 balles au total, un carnage. 17 coups de feu. Pourtant, dans le quartier, personne n'a rien entendu. Une tuerie silencieuse, une exécution. Dans la maison, des traces de sang sont retrouvées sur l'une des chaises de la cuisine.
Des traces que l'on a tenté d'effacer. Le sol a été soigneusement lavé. Une famille entière décimée, à l'exception du père, Xavier Dupont de Ligonnès, seul rescapé de la tuerie. Dès lors, la priorité des enquêteurs est de retrouver cet homme pour tenter de comprendre les origines de ce massacre. Xavier Dupont de Ligonnès est donc le seul rescapé, mais il est aussi le seul absent. Sa famille a été massacrée, mais personne ne sait où il est. La dernière fois qu'il a été vu, c'était devant chez lui, quelques jours auparavant, avec de grands cabas à la main. Ce qui m'a intriguée, c'est donc d'avoir... c'était les allées et venues du père de famille, qui traversait, il avait garé la voiture, la Citroën C5 bleu marine était garée près de l'aubette de bus. Et le dit papa de famille traversait avec des sacs remplis d'affaires, des sacs. J'ai pas vu, ça m'a intriguée parce que j'ai dit à mon ami, oh là là, il va mettre du temps à déménager la maison. Le jour de la découverte des corps, un avis de recherche est lancé contre lui. En quelques heures, Xavier Dupont de Ligonnès devient l'homme le plus recherché de France. Aussitôt, sa voiture est signalée dans le sud, à près de 1000 km de chez lui, aux abords d'un hôtel Formule 1. Son véhicule C5 a été repéré par les gendarmes à proximité du parking de ce même hôtel. Les policiers mettent en place une surveillance autour de l'hôtel en espérant que Xavier de Ligonnès récupère sa voiture. Ils ne vont pas intervenir tout de suite. Ils vont planquer autour de l'hôtel toute la nuit pour voir s'il sort. Mais personne ne vient. Aucun signe du père disparu. Les policiers attendent et tentent de reconstituer le parcours de Xavier de Ligonnès. Avant d'atteindre le sud de la France et le Var, Xavier de Ligonnès a été flashé par un radar dans la région de Toulouse, où il aurait passé une première nuit. Ensuite, il aurait poursuivi son chemin et passé la nuit dans cette auberge, l'auberge de Cassagne, un hôtel 4 étoiles près d'Avignon, un établissement luxueux. Alors il est venu donc le mardi 12 avril au soir, en fin d'après-midi. Donc on l'a reçu à la réception, je veux dire comme on fait à chaque fois. Il a demandé une chambre, il n'avait pas réservé. C'était la dernière chambre de disponible, donc on lui a proposé. Donc il nous a dit être en affaires dans la région, il nous a demandé un tarif. Et bon, ce qu'on a accordé, comme c'était en fin d'après-midi. Ce soir-là, à 18h30, Xavier de Ligonnès se présente à la réception sous un faux nom, Xavier Laurent. Laurent, c'est son deuxième prénom. Il prend la dernière chambre, une suite de luxe avec salon, balcon et jacuzzi. Pour le personnel de l'hôtel, c'est un client ordinaire, un homme détendu et même plutôt enjoué. Je revenais du jardin, donc j'ai vu ce monsieur qui me faisait signe depuis son balcon, juste ici. Donc ça m'a, je veux dire, intriguée, ne reconnaissant pas ce monsieur. Et en fait, en allant vers la réception, j'ai regardé sa fiche et j'ai vu qu'il n'était jamais venu, ce qu'il m'a confirmé après quand je l'ai accompagné au restaurant. Le soir, il s'offre un dîner gastronomique, un souper fin au restaurant de l'hôtel. Un repas et une demi-bouteille de bon vin. Il prend son temps. L'homme ne donne pas l'impression d'être en fuite, en cavale. À ce moment-là, sa photo n'a pas encore été diffusée. Le lendemain matin, il règle la note, 214 €, en utilisant une carte bancaire de sa société où ne figure pas son nom. Il reprend la route, personne ne sait où il passe la nuit suivante. Nous n'avons pas d'éléments sur la nuit du 13 et nous savons donc que la nuit du 14 au 15 a été passée dans ce Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, qui est le dernier lieu où il serait passé. Roquebrune-sur-Argence, c'est là que les policiers surveillent sa voiture, abandonnée sur le parking du Formule 1. C'est là
qu'il perde sa trace. On sait que ce sont des coins, en tout cas pour Roquebrune-sur-Argens, qui connaît, il a vécu dans le Var. C'est un des endroits aussi où il passait beaucoup de temps dans le cadre de son activité professionnelle. Donc manifestement, c'est un lieu, un endroit, une région qu'il connaît bien. Xavier de Ligonnès est donc en terrain conquis et désormais, les policiers pensent qu'il ne reviendra plus. Dans sa voiture, les policiers retrouvent une petite quantité de cheveux. Xavier de Ligonnès s'est-il rasé la tête pour changer de visage et disparaître? Ce sont les dernières traces du père de famille. Les policiers ne savent toujours pas où il est. La piste s'arrête là, à Roquebrune-sur-Argens. L'avis de recherche est alors transmis à Interpol. Xavier de Ligonnès est désormais recherché dans le monde entier, une chasse internationale. Au même moment, dans le Var, une autre affaire attire l'attention des enquêteurs. Une affaire aux coïncidences troublantes. Une femme disparaît non loin de Roquebrune-sur-Argens, une disparition qui pourrait avoir un lien avec Xavier de Ligonnès. Une femme, mère de 4 enfants, qui s'est volatilisée. Elle disparaît le jour où Xavier Dupont de Ligonnès disparaît lui aussi à 30 km de là en voiture, c'est-à-dire à Roquebrune-sur-Argens. Mais entre 1992 et 1994, la famille Dupont de Ligonnès habitait l'Orgue, le village où Colette de Rome a toujours habité et d'où elle a disparu. Colette de Rome a-t-elle connu les Ligonnès? Sa disparition est-elle liée au passage de Xavier de Ligonnès? Ou bien est-ce un hasard? Son cadavre aurait été retrouvé sous un tas de pierres dimanche soir à Aupe, dans le Var. Mais malgré les similitudes de lieu et de date entre les deux affaires, les enquêteurs ne parviennent pas pour l'instant à trouver une histoire commune entre Colette de Rome et Xavier Dupont de Ligonnès. Et ce dernier reste introuvable. Un nouveau témoignage relance pourtant leurs recherches. À Roquebrune-sur-Argens, une personne déclare avoir vu Xavier de Ligonnès quitter le Formule 1, un sac sur le dos. Il se serait ensuite dirigé à pied en direction de la forêt voisine. Nous avons des effectifs à terre et en l'air qui vont surveiller le terrain et qui vont essayer de découvrir quelque chose. Les enquêteurs reprennent la traque. 130 policiers et gendarmes se lancent aux trousses de Xavier de Ligonnès. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique survole la zone. Des maîtres chiens ratissent le secteur. Les policiers le veulent à tout prix, car dans cette affaire, Xavier de Ligonnès est probablement le seul et unique témoin, mais il fait figure aussi de suspect numéro 1. Alors, si Xavier de Ligonnès est le meurtrier de sa propre famille, comment a-t-il fait? Comment a-t-il conçu son plan? Depuis quand s'y préparait-il? Pour comprendre, les policiers vont tenter de reconstituer les dernières semaines de la famille de Ligonnès. En reconstituant son emploi du temps, les policiers vont découvrir des éléments qui laissent à penser que tout aurait été préparé, étudié, planifié depuis plusieurs mois. Les policiers découvrent d'abord que depuis Noël, Xavier de Ligonnès s'est inscrit dans ce club de tir de Nantes. Alors, Xavier est venu sur le conseil d'un de ses amis qui pratiquait ici et sur ses conseils, il est venu prendre l'initiation. Il s'initie au tir et puis il reçoit sa licence en février. Et là, il y va souvent, il y va une fois par semaine. Il inscrit même ses fils. Xavier devient assidu au club de tir. Un jour, lors d'une séance d'entraînement, il amène à son moniteur une carabine 22 long rifle. Quand il est venu pour me montrer la carabine dont il avait hérité suite à la mort de son père, j'ai d'abord effectivement examiné cette arme pour savoir si elle était propre au tir. Je lui ai rappelé la législation en la matière. Et quelques temps plus tard, au stand de tir, Xavier de Ligonnès pose une question singulière.
On sait aussi qu'à ce club de tir, il se renseigne sur l'usage d'un silencieux. Un réducteur de son dans un centre de tir, ça sert à rien. Un centre de tir, on peut y faire du bruit et ça nuit à la précision du tir. C'est un élément de plus qui accrédite que l'idée fait son chemin. La police découvre aussi que le père de famille s'est rendu dans cette armurerie de Nantes. Lors de sa visite, il s'est renseigné sur l'achat d'une arme, mais surtout, il a tenu à l'armurier un discours délirant. Il est rentré, il est venu regarder un peu tout ce qu'on avait comme équipement, il regardait les airsoft, les armes d'alarme, les armes... Bon, il en prenait plein les yeux, si vous voulez. Et il disait que ça lui rappelait un peu son jeune temps quand il était prêtre tireur d'élite. Xavier de Ligonnès se présente donc comme un prêtre tireur d'élite. Un personnage imaginaire, farfelu, intrigué par son attitude, l'armurier refuse de lui vendre quoi que ce soit. Xavier de Ligonnès va se rendre alors chez un autre armurier. Et puis il y a le 12 mars, l'achat des munitions et du silencieux à une armurerie de Nantes. Donc là, le 12 mars, il y a un pas qui est franchi et qui permet d'étayer la thèse d'une préméditation assez longue. Xavier de Ligonnès possède déjà l'arme, il obtient alors le silencieux et les balles de 22 longs rifles. Nous sommes 3 semaines avant la tuerie. En étudiant son emploi du temps, les policiers constatent aussi que la semaine précédant le crime, Xavier de Ligonnès a intensifié ses séances au stand de tir. Entre le 26 mars et le 1er avril, il se rend 4 fois au stand de tir. Et le dernier jour, il annule le rendez-vous qui était prévu pour ses 2 fils, qui était prévu pour le 9 avril, comme s'il savait qu'ils ne viendront pas. Ce qui laisserait penser que le 1er avril, la décision est prise. Cette dernière semaine, avant la disparition de la famille, Xavier de Ligonnès fait aussi quelques courses. Ce sont ses relevés bancaires qui le trahissent. L'homme achète une bêche, mais surtout 40 kilos de chaux vive. De la chaux, un silencieux, beaucoup d'éléments qui compromettent Xavier de Ligonnès. Pourtant, la famille semble conserver une vie normale. Le père organise même une sortie au restaurant, un repas en famille, le dernier comme un au revoir. C'est un repas de famille classique dans un restaurant familial, Resto Grill, et finalement rien de suspect ne paraît en tout cas aux gens qui se trouvent autour d'eux. Autour de la table, Xavier, sa femme Agnès et 3 de leurs enfants, Arthur, Anne et le plus jeune Benoît. Après leur repas, les Ligonnès rentrent au domicile familial. Après ce repas, effectivement, on est en droit de se demander si le drame n'a pas eu lieu dans la foulée. Personne ne reverra plus ni Agnès, ni les enfants vivants. Mais ce soir-là, Thomas est absent. Il est à Angers, où il suit des cours de musicologie à l'université catholique. Le lendemain du repas avec toute la famille, Xavier se rend à Angers, rendre visite à son fils, ce qui est apparemment pas très habituel, mais bon. Et il invite Thomas dans un bon restaurant de la ville. C'est dans ce restaurant que Xavier et son fils passent la soirée ensemble. Là, je me souviens d'un homme très gentil, en fait, hein, très courtois, mais vraiment pas du tout agressif. Hein. Le père est détendu, profite de son repas, mais Thomas, lui, ne semble pas aller très bien. Quand j'ai essayé de m'exprimer au fils, enfin de m'exprimer par rapport au jeune homme, par rapport à son état, le monsieur m'a dit non, laissez tomber, mon fils est malade. Il est visiblement barbouillé, et il se sent pas bien, et il demande à quitter le dîner avant la fin. Il disparaît du restaurant, le père termine tranquillement son repas, puis s'en va. Xavier de Ligonnès aurait quitté à son tour le restaurant et serait rentré à Nantes. Thomas, quant à lui, reste à Angers. Le lendemain, il passe la journée chez un copain et en fin de journée, il reçoit un appel.
C'est son père, c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui appelle son fils. Et il a une voix apparemment normale, rien de spécial, et il explique à son fils, sans être particulièrement inquiet d'ailleurs, mais il lui explique que voilà, maman a eu un accident de vélo. C'est pas gravissime, mais il faudrait que tu rentres à Nantes, elle est à l'hôpital. Il faut que tu viennes à son chevet. Thomas prend donc le train pour rentrer à Nantes. Le lendemain, son ami prend de ses nouvelles par texto pour savoir quand Thomas va revenir à Angers. L'ami de Thomas reçoit comme réponse un message assez énigmatique qui dit non, point, je rentre pas, point. Un message un peu sec qui ne lui ressemble pas. Intrigué par cette formulation, l'ami de Thomas renvoie un message. Et là, le message qu'il reçoit, pareil, assez étrange, il reçoit un message qui dit « pas capable, malade à crever ». Des messages qui ne collent pas au style du jeune homme. Et évidemment, cet ami, en voyant cette série de SMS qu'il a reçus, ne peut pas s'empêcher de se dire que quelqu'un d'autre a pris le téléphone portable de Thomas et a écrit ces messages. Ça ne ressemble pas à Thomas d'écrire ces messages-là, c'est pas son style, c'est pas lui. Après ces échanges de textos, plus aucune nouvelle de Thomas, silence total, personne ne le reverra. Xavier de Ligonnès aurait donc pu tout organiser, tout préméditer. Dans cette hypothèse, un élément accablant s'ajoute encore aux autres, la lettre. Celle que Xavier de Ligonnès a adressée à ses proches pour expliquer le départ de la famille. Une lettre dans laquelle il leur demande de faire l'état des lieux de la maison et de résilier l'abonnement au gaz. Mais surtout, un post-scriptum. Inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. Sous la terrasse, là où les corps de son épouse et de ses enfants ont été retrouvés. Xavier de Ligonnès apparaît donc comme un homme qui aurait froidement planifié l'assassinat de toute sa famille. Une famille pourtant exemplaire. Comment un tel drame a-t-il pu se produire chez les Dupont de Ligonnès? Que s'est-il passé au sein de ce foyer? Autant d'interrogations auxquelles les enquêteurs vont tenter de répondre. Quel secret se cachait derrière le 55 boulevard Schumann, derrière les murs de cette maison bourgeoise habitée par une famille catholique modèle? Car c'est cette image que les Ligonnès donnent avant tout. Une famille qui a des valeurs. Pour tout le monde, ce sont de bons catholiques, de bons paroissiens. Chaque dimanche, Agnès de Ligonnès va à la messe avec ses enfants. Agnès, en plus d'aller à l'église, est très impliquée dans le diocèse. Elle donne des coups de main, elle organise des événements, elle fait partie d'associations d'aide aux handicapés. Voilà, elle organise des sorties pour les enfants. Donc c'est une figure qui est très connue dans la paroisse et dans le diocèse. Benoît, le petit dernier, est enfant de chœur à Saint-Félix et sa sœur Anne se prépare à partir à Madrid pour les Journées mondiales de la jeunesse. Tous les deux sont scolarisés dans une école privée de Nantes, la Perverie Sacré-Cœur. Les Ligonnès, c'est une famille nombreuse où chacun semble s'épanouir. Thomas étudie la musique, sa passion, à l'Université catholique d'Angers. Il était passionné de musique, je sais que David il faisait des répétitions avec lui, ils avaient tout un groupe, il consacrait beaucoup de temps là-dedans, même au concert à la Perverie. Arthur, le plus grand, prépare un BTS informatique, mais trouve aussi le temps de travailler dans une pizzeria pour se faire son propre argent de poche. L'harmonie semble régner dans la famille. On les voit souriants, heureux, des enfants sains, des enfants comme on a envie d'en avoir, bien élevés, bien mis, bien peignés, oui, beaux, magnifiques, plein d'avenir. Et dans le couple aussi, tout semble parfait. Un couple qui se connaît bien. Xavier et Agnès se fréquentent depuis leurs 18 ans.
Ils se sont rencontrés à la fin des années 80 dans un rallye, le genre de soirée où les enfants bien nés se retrouvent et font connaissance. Même milieu, même éducation et des passions communes, comme la danse country, par exemple. Le vendredi après-midi à 15h, les Ligonès vont danser. C'est un plaisir qu'ils ont ramené d'un voyage aux États-Unis, un pays qui les fascine. Et les gens qui les côtoient là-bas se souviennent très bien d'eux parce que c'était des gens extrêmement unis. Parfois, voilà, quand on est dans un cours de country, on change de partenaire. Ben non, Agnès et Xavier sont toujours ensemble. Ils déconnent ensemble, ils dansent ensemble. Et manifestement, c'est une activité qui plaît à tout le monde et qui unit en tout cas ce couple. 2 labradors s'ajoutent à l'image d'Épinal. Les Ligonès semblent tout avoir pour être heureux. Mais derrière les messes du dimanche et les enfants modèles, derrière les murs de la maison, une autre histoire s'écrit. Celle d'un couple qui vacille et se déchire. Xavier n'est jamais là, toujours absent pour son travail ou enfermé dans son bureau au sous-sol. Agnès s'en plaint, cette absence lui pèse. Elle s'en ouvre notamment sur Internet, sur des forums où elle écrit sous le pseudo de Scorpios. Il joue son rôle de chef de famille, de mari qui doit ramener sa croûte. Mais n'est ni tendre, ni câlin, ni attentif. Agnès est une femme qui est dans une grande solitude et qui, affectivement, n'est pas très stable. Elle a pris beaucoup de poids, elle yoyote énormément, elle a même ouvert un blog pour parler de ses problèmes de poids. Et voilà, manifestement, ça participe au fait que c'est une femme qui ne se sent plus tellement femme, ou en tout cas qui ne se sent plus désirable ni désirée. Agnès ne semble plus supporter cette solitude. Elle finit même par s'inscrire sur des sites de rencontres où cette fois elle se fait enregistrer sous le pseudo d'Agnès44. Mon mari et les autres me disent que je suis comme les bons vins, de plus en plus belle et bonne, en vieillissant. Une femme en manque d'attention, donc, mais une mère qui s'inquiète pour son foyer, car les Ligonès manqueraient d'argent. Elle fait plus que s'en inquiéter, elle s'en plaint. Elle se plaint du fait que l'argent qui a été investi dans les entreprises est le sien. C'est l'argent qu'elle a reçu de sa famille à la mort de ses parents. Et donc, en fait, son héritage a été dilapidé. Un héritage de 80 000 € que Xavier a investi presque entièrement dans des affaires incertaines. Mais les résultats ne sont pas là. Aucun bénéfice ne rentre et les Ligonès sont désormais dans le besoin. Agnès lui en veut. Depuis le temps que je reproche tout un tas de choses à mon mari dans son comportement général, il va falloir mettre les choses à plat. Et j'avoue que je flippe un peu. Pourtant, Agnès travaille, elle aussi. Elle est auxiliaire de vie scolaire dans une école catholique, un temps partiel, une activité d'appoint, mais qui n'offre pas un salaire suffisant pour faire vivre sa famille, car les besoins des Ligonès sont conséquents. Il y a le loyer, 1 400 €, les voitures, les écoles privées pour les enfants. Xavier de Ligonès est censé faire face à toutes ces dépenses, mais personne ne sait ce qu'il fait exactement. Xavier de Ligonès est un homme secret, même pour ses proches. Xavier de Ligonès est une ombre dans la vie de sa famille. Tous les lundis soirs, Xavier de Ligonès disparaît. Il monte dans sa voiture et ne revient que le vendredi suivant. Personne ne le connaissait vraiment ici. C'est un monsieur qui ne devait pas sortir beaucoup. Donc je ne sais même pas s'il venait en vacances avec eux parce que je le voyais jamais, ce monsieur. Où va-t-il? Que fait-il durant la semaine? Officiellement, il parcourt les routes pour son travail. Parfois même, il est absent plusieurs semaines de suite, prétextant des déplacements aux États-Unis, toujours pour ses affaires. Mais quelles affaires exactement? Son entourage ne semble pas en connaître le détail. Pour certains, il est commercial, d'autres le pensent dans le tourisme ou l'hôtellerie. Lorsque la famille s'installe à Nantes, 8 ans avant le drame, Xavier et VRP
et vend des boîtes en plastique. Mais avec le boom d'Internet, il se met à rêver. Il se voit faire fortune, rapidement et facilement. Il va vraiment se prendre de passion pour Internet et s'imaginer que Internet, c'est l'Eldorado. Qu'enfin, c'est l'opportunité qu'il attendait pour devenir riche, pour créer une société qui va fonctionner. Il était toujours dans le projet, il montait des sociétés. Et moi, si vous voulez, je ne relevais pas ces projets, j'acquiesçais, je disais « Ah, c'est une bonne idée, ah oui, l'histoire d'import-export, ou de monter une espèce de société sur Internet, pour mettre les restaurants en relation. » Xavier de Ligonnès rêve d'une start-up, d'une réussite à l'américaine. Il crée son entreprise, la Celref, une société qui propose à des restaurants et des hôtels d'être référencés dans des guides touristiques et un site internet, La Route des Commerciaux. C'est un annuaire d'établissements hôteliers, de restaurants, d'auberges destiné aux représentants de commerce. Donc ce qu'il fait en fait la semaine, c'est qu'il va voir des établissements hôteliers, il les teste lui-même et si l'établissement répond à ces critères, il va leur proposer de figurer sur le site internet de la Route des Commerciaux, moyennant une petite cotisation. Xavier n'a pas encore un seul client, mais se voit déjà patron d'une affaire florissante. Il se lance dans des investissements colossaux, notamment pour créer des cartes de membres pour son site. Il va imprimer des centaines et des centaines de cartes qui vont lui coûter une petite fortune. Et en fait, Xavier ne se rendait pas compte. Il avait cet enthousiasme, mais qui était complètement déconnecté des réalités du monde de l'entreprise. À ce moment-là, Xavier de Ligonnès y croit totalement. Dans une lettre, il confie à un ami « J'ai enfin réussi à faire ce que je voulais, faire travailler les autres et gagner de l'argent. » Mais peu à peu, le rêve s'écroule. La société ne marche pas et le site non plus. Il développait des projets, mais peut-être qu'il n'allait pas jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était toujours dans finalement, qui n'était pas du tout pragmatique. L'argent ne rentre pas. Xavier de Ligonnès n'a pas assez de clients, pas assez de bénéfices. Il devient un homme endetté, aux abois, qui emprunte 5 000 € ici, 3 000 € là, et rembourse l'un avec l'argent de l'autre. Les huissiers commencent à frapper à la porte, mais Xavier de Ligonnès veut garder son train de vie. Monsieur le marquis tient à son rang, la maison avec jardin, les 4 voitures, l'école privée des enfants. Xavier de Ligonnès est issu d'une famille aristocratique et tient à son image. Une image désormais prête à s'écrouler. Il voulait que l'image colle avec le cadre. Et ce qui voudrait dire que d'année en année, il s'enfonce dans une espèce de mensonge. Ces derniers mois, la situation s'est aggravée. Xavier de Ligonnès a même emprunté 50 000 € à une ancienne maîtresse, une femme chef d'entreprise, avec laquelle il aurait eu une liaison pendant 1 an. Et récemment, elle aurait menacé Xavier de Ligonnès de tout révéler à sa famille s'il ne la remboursait pas. Cette femme, Xavier de Ligonnès lui aurait adressé un message de menace après la mort de son épouse et de ses enfants. On a eu du bon temps ensemble, maintenant tu vas connaître le malheur. Mais cet emprunt de 50 000 € ne suffit pas. Les dettes s'accumulent. Xavier de Ligonnès est acculé de toutes parts. Ses rêves de jeunesse s'éloignent. L'aventure, la grande vie, l'argent, tout lui échappe petit à petit. Et la vie de fiction qu'il s'est construite se fissure. Xavier, comme je pense aussi beaucoup d'hommes entre 40 ans et 50 ans, font le point sur leur vie et se retournent vers le passé en se disant « qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai raté ?» Et j'ai le sentiment que Xavier a estimé qu'il avait peut-être raté beaucoup de choses, de ses rêves d'adolescent qu'on partageait ensemble. Face à l'échec, Xavier de Ligonnès semble trimballer un mal-être de plus en plus pesant. Sur les sites internet qu'il a l'habitude de fréquenter sous les pseudos de Ligo et Chevy, ses propos sont de plus en plus inquiétants. Donc lui-même avait perdu la foi manifestement ces derniers mois, voire ces dernières années, et il venait un petit peu interroger les autres intervenants par rapport à des questions métaphysiques.
Des propos sur sa foi qui, ces derniers temps, le taraudent et dont il parle comme d'une souffrance. Se lever à 6 h au lieu de 7 h quand on a 8 ans pour accompagner sa grand-mère volontairement à la messe avant d'aller à l'école. Faire des retraites dans des abbayes quand on est ado. Connaître par cœur sa messe aussi bien en français qu'en latin. Essayer de convaincre ses copains et ses petites amies qu'il est mal de coucher avant le mariage, dans les années 70. Je vous retourne la question. Ai-je eu la foi ? Ses participations au forum Site catholique sont de plus en plus surveillées par les gérants du site. Ces derniers mois, ce qui avait aussi motivé les bannissements, on avait constaté une augmentation de l'agressivité chez cet utilisateur. Quand j'ai lu les mails, moi je les ai décryptés comme quelqu'un qui appelle au secours, puisqu'il exigeait des réponses. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui règle un compte avec son passé, avec son enfance. Xavier de Ligonnès a été éduqué dans une foi très stricte par une mère catholique intégriste, fondatrice d'une secte qui proclame l'imminence de l'apocalypse. Il semble presque hanté par la religion. Et quelque temps avant le massacre de sa famille, Xavier de Ligonnès se met à parler de sacrifice humain. Si Dieu ne demande pas de sacrifices humains, il les agrée de toute façon. Le concept de sacrifice, sanglant ou non, humain ou animal, voire même végétal, est intrinsèquement lié à toutes les religions, y compris et surtout la nôtre. On sent un homme qui s'installe tout doucement dans une espèce de délire mystique qui est assez effrayant. Parce que tout d'un coup, il parle de sacrifice humain, il se révolte, il dit « mais vous ne me comprenez pas ». Et tout d'un coup, m'apparaît un garçon que je ne connais pas. Xavier de Ligonnès a-t-il sombré dans un délire mystique ? A-t-il traversé un moment de démence ? Ou peut-il être simplement un tueur froid et déterminé, capable d'assassiner méthodiquement sa femme et ses propres enfants? Les policiers ont tout envisagé. En examinant les derniers écrits de Xavier de Ligonnès, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un délire sectaire, l'appartenance à une organisation qui l'aurait poussé à un sacrifice humain, sa mère ayant elle-même créé sa propre secte. Pour l'instant, rien ne prouve que ce soit la bonne piste. Xavier de Ligonnès est introuvable, les policiers le cherchent, des dizaines de témoignages ont été vérifiés par les enquêteurs, des centaines ont été reçus. Même si c'est une chance pour les enquêteurs que le visage de Xavier Dupont de Ligonnès soit connu de tous, c'est aussi un handicap parce que tous les témoignages affluent d'endroits différents. Et puis Xavier Dupont de Ligonnès a un physique quand même relativement banal et donc beaucoup de gens pensent le voir. Xavier de Ligonnès a aussi pu changer d'identité. Dans sa voiture, les policiers ont retrouvé des cheveux. Le suspect aurait pu se raser la tête et changer d'apparence. Il a l'habitude de le faire à chaque printemps, comme sur cette photo où il est méconnaissable. Xavier de Ligonnès est-il toujours en France ? L'homme a pu traverser les frontières avant même la découverte des corps. Il est possible qu'il soit déjà sorti de France. Il n'est pas recherché à ce moment-là. Il est recherché à partir du 21. Il a donc une semaine pour disparaître. Une semaine d'avance, c'est suffisant pour quitter le pays. Les policiers l'ont cherché jusqu'en Autriche, où un chauffeur de taxi de Salzbourg aurait affirmé l'avoir pris comme passager. Une piste explorée sans résultat. Mais une autre question intrigue les enquêteurs. Le père de famille a-t-il agi seul ? Il a pu peut-être, par exemple, il a pu bénéficier d'une complicité, il a pu être forcé ou être... tout ça n'est pas clair et effectivement, c'est des pistes de travail qui restent ouvertes. Xavier de Ligonnès est-il toujours vivant ? S'est-il suicidé ? Une hypothèse supplémentaire. Dans ce cas, pourquoi aurait-il pris la peine de prendre la fuite ? Pourquoi ne se serait-il pas donné la mort après l'assassinat de sa famille ?
tout simplement parce que ce n'est pas lui le meurtrier. C'est en tout cas ce qu'affirme celle qui le connaît depuis l'enfance, sa sœur Christine. Je vois bien qu'il y a tout un faisceau d'indices qui l'accablent, qui convergent vers lui. Mais moi, personnellement, étant sa sœur, telle que je le connais, telle que je l'ai connue pendant tant d'années, je ne peux pas arriver à croire ça. Pourtant, la disparition soudaine de Xavier Dupont de Ligonnès ressemble bel et bien à une cavale, une fuite insensée et préméditée.